Les néons froids du refuge animalier du comté de Redstone grésillaient au plafond, projetant une lumière crue sur le sol en lino taché par les années. Margaret Halperin, directrice du centre depuis plus de 25 ans, en avait vu défiler des centaines, voire des milliers de chiens entre ses murs. Et pourtant, en posant les yeux sur celui-ci, recroquevillé dans le coin le plus sombre de son box, elle sut que quelque chose était différent. Le berger allemand ne bougeait pas. Il fixait un point invisible, lointain, que les humains ne pouvaient percevoir. On l'a trouvé presque mort après qu'il ait sauvé un gamin d'une voiture lancée à pleine vitesse, expliqua Margaret à la famille Whittaker, dont la fille se tenait timidement en retrait. On l'appelle Shadow, mais franchement, on n'a jamais vu un chien aussi brisé, et en même temps, encore accroché à la vie. La petite fille de 8 ans s'avança d'un pas tremblant, serrant contre elle une vieille photo cornée. Ses doigts tremblaient un peu. « Ce n'est pas son nom », souffla-t-elle. À ces mots, les oreilles du chien frémirent. Lentement, douloureusement, il releva la tête. Et là, comme si un courant électrique traversait l'air entre eux, quelque chose changea. Une étincelle de reconnaissance illumina ses yeux ambrés, suivie de ce que personne dans la pièce n'aurait jamais cru possible. Des larmes. De véritables larmes ruisselèrent le long de son museau. « Maverick !» murmura la fillette, le souffle coupé. Le personnel du refuge s'immobilisa, suspendu à cette scène bouleversante, témoin d'un miracle silencieux, mais irréfutable. Un chien perdu, brisé par la rue, pleurant de soulagement à la vue de la petite fille pour laquelle il aurait tout sacrifié. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en ajoutant la ville d'où vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. La famille Whittaker n'avait pas toujours vécu dans le deuil. Leur ferme de 5 hectares, nichée dans les collines du nord de l'Idaho, avait été jadis un petit paradis. Une maison blanche un peu vieillie, une grange rouge délavée et un ruisseau clair serpentant derrière les pâturages. L'endroit avait la douceur d'un roman oublié, là où les lucioles dansaient l'été et où les voisins étaient assez proches pour se saluer, mais assez loin pour laisser respirer. Ethan Whittaker, un ancien charpentier au regard doux et aux épaules larges, avait acheté la propriété il y a 10 ans, peu après son mariage avec Hélène, institutrice passionnée par la botanique et les pins faits maison. Ils avaient rêvé d'un lieu où leurs futurs enfants pourraient courir pieds nus, un monde où le temps se mesurait en saison, pas en notification. Leur fille Abigail était née après des années d'espoir et d'échecs. Une petite fille fragile au menton volontaire et aux cheveux aussi blonds que la soie du maïs. Mais leur bonheur avait vite été assombri par un diagnostic brutal. Une malformation cardiaque complexe appelée syndrome du cœur gauche hypoplasique. Le côté gauche de son cœur ne s'était jamais développé correctement. Opération, soins constants, bilan régulier. La routine de la famille devint médicalisée. Pourtant, malgré tout, Abby avait une force d'âme peu commune. Elle ne se plaignait jamais, elle riait même. Et c'est cette même année, alors qu'elle venait d'avoir 4 ans, que Maverick était entré dans leur vie. Ce berger allemand avait été réformé précocement d'une unité de recherche et sauvetage après une blessure lors de l'effondrement d'un immeuble. Son pelage était hirsute, son regard fatigué. Mais quand il avait croisé celui d'Abigail, tout avait changé. Un lien s'était noué, immédiat, instinctif, indéfectible. Maverick semblait comprendre que cette petite fille avait besoin de lui, comme lui avait besoin d'une seconde chance. Hélène l'avait dit un jour à leur voisine, une main posée sur la tête du chien. Ce n'est pas un animal de compagnie, c'est son ange gardien, son confident, son frère d'âme. Parfois j'ai l'impression qu'il la comprend mieux que nous, avant la fuite de gaz. Avant l'accident d'Ethan, avant que tout ne s'effondre, la famille Whittaker était un tout. La photo qu'Abby emportait partout désormais, celle qu'elle avait montrée au refuge, capturait cette époque figée. Les 4 d'entre eux sur les marches du porche. Ethan, grand et souriant, Hélène blottie contre lui. Abby, en bas des marches, les bras autour du cou de Maverick, et ce dernier, droit comme un soldat, les yeux braqués sur l'objectif, comme s'il mettait le monde entier au défi de s'en prendre à sa famille. Le matin de la disparition de Maverick avait commencé comme un jour d'automne ordinaire sur leur terrain. L'air était chargé de cette fraîcheur typique qui annonçait l'arrivée prochaine du givre. Hélène préparait le déjeuner d'Abigail dans la cuisine, découpant les croûtes du sandwich à la cacahuète comme sa fille l'aimait. Ethan était déjà parti sur un chantier à Pine Grove à 1 heure de route. Abby, perchée sur une chaise, balançait les jambes en mangeant ses céréales, racontant avec enthousiasme son projet de science sur les feuilles d'automne.
Maverick, fidèle à sa place, était couché sous la table, sa queue battant doucement chaque fois que la fillette mentionnait son nom dans ses histoires. Et puis Maverick pourra m'aider à trouver des feuilles différentes que près du ruisseau. Pas vrai, garçon? Lança Abby, se penchant pour lui gratter les oreilles. Mais le chien ne réagit pas comme d'habitude. Il se redressa d'un coup, tendu, oreille droite, un gémissement étrange s'échappant de sa gorge. Hélène se tourna, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Maverick se mit alors à faire des allers-retours entre la cuisine et la porte menant au sous-sol. Il s'y posta, aboyant une fois, puis grattant avec insistance. « Peut-être qu'il veut sortir ?» suggéra Abigail. Mais lorsque sa mère ouvrit la porte arrière, Maverick refusa de sortir. Il revint vers la porte du sous-sol, grattant plus frénétiquement encore. « C'est bizarre !» murmura Hélène, vérifiant l'heure. « Abby, va te brosser les dents, on part dans 10 minutes. » La petite fila à l'étage tandis que Maverick devenait de plus en plus agité. Il tira doucement sur la manche d'Hélène puis courut vers la porte d'entrée, recommençant à gratter, à gémir. « Maverick, ça suffit !» dit-elle d'un ton sec. « Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang ?» Le chien planta son regard dans le sien. Un regard plein de frustration presque humain. Puis il lâcha un dernier aboiement net avant de grimper les escaliers 4 à 4 en direction de la salle de bain où se trouvait Abby. Hélène soupira. Sans doute un rat sous la maison. Elle referma la boîte à lunch d'Abigail et appela à l'étage. « 5 minutes, ma puce ?» Dans la salle de bain, la fillette sursauta en voyant Maverick débouler. Il posa une patte sur son pyjama, geignant. « Qu'est-ce qu'il y a, garçon ?» demanda-t-elle, la bouche pleine de dentifrice. Le chien courut vers la fenêtre de sa chambre, celle qui donnait sur la cour avant, y posa les pattes et aboya. « Maman a dit qu'on devait partir bientôt. Tu dois rester ici. » Mais Maverick ne voulait rien savoir. Quand Abby redescendit, sac sur le dos, sa mère l'attendait devant la voiture. Maverick, juste derrière elle, semblait plus inquiet que jamais. « Il agit vraiment bizarrement, maman, » dit Abby, inquiète. « Je sais, chérie. Il aura sûrement retrouvé son calme quand on reviendra. » Mais alors qu'Hélène ouvrait la portière, Maverick se plaça devant, bloquant le passage. Son corps solide dressé comme une barrière. « Maverick, pousse-toi !» ordonna Hélène. Rien n'y faisait. Il tourna la tête vers la maison et aboya 3 fois, de façon précise. Quelque chose dans son attitude fit frissonner Hélène. Ce chien n'avait jamais désobéi de la sorte. Elle soupira. « Abby, reste là 1 minute, je vais vérifier à l'intérieur. » Elle fit un pas vers la maison et immédiatement Maverick s'écarta, la laissant passer, la queue frémissante, presque soulagée. À peine entré, il la guida droit vers la porte du sous-sol. Là, il s'arrêta, la regardant, insistant. « Tu veux que je regarde là ?»« Très bien. » Elle ouvrit la porte et sentit aussitôt cette odeur, furtive mais reconnaissable. Le gaz naturel. Le cœur d'Hélène se serra dans sa poitrine. Elle hurla aussitôt par la porte d'entrée, sa voix traversant le jardin glacé. « Abby, reste dehors. Appelle les secours, vite. Dis-leur qu'il y a une fuite de gaz. » Tout s'enchaîna ensuite dans une frénésie irréelle. Les camions de pompiers, les techniciens du gaz, les voisins regroupés à distance, les sirènes stridentes. Le diagnostic fut sans appel. Une fissure ancienne dans le tuyau qui alimentait le chauffe-eau au sous-sol laissait s'échapper du gaz en quantité dangereuse. Un seul déclic d'interrupteur, une simple étincelle. Et la maison aurait explosé. Le technicien, un homme au visage grave, secoua la tête devant Hélène. « C'est ce chien qui vous a sauvé. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Même des adultes ne perçoivent pas l'odeur à ce stade. S'il ne vous avait pas forcé à entrer... » Ce soir-là, alors que le système de gaz était réparé et que la maison avait été déclarée sûre, Ethan rentra à la maison pour entendre l'histoire. Il s'agenouilla devant Maverick et caressa longuement sa tête, les yeux brillants. Bon chien, le meilleur chien. Il ne savait pas encore que ce moment de gratitude serait leur dernière soirée paisible en tant que famille unie. La tempête qui s'approchait n'était pas que météorologique. Dans la nuit, les vents se levèrent brusquement, violents, hurlants. Un orage d'automne d'une rare intensité frappa leur région. Dans l'obscurité, l'ancien chêne centenaire derrière la grange s'effondra, brisant la clôture de bois comme un jeu de brindilles. Le vacarme réveilla Maverick en sursaut. Toujours ébranlé par l'épisode du gaz, il bondit par la porte mal fermée, guidé par son instinct de protection. Il fit le tour de la maison, flairant l'air, scrutant l'obscurité, et disparut dans la nuit. Au matin, Maverick ne revint pas. Ni ce jour-là, ni le suivant, les recherches commencèrent immédiatement. Tractations dans tout le comté, affiches dans les magasins, appels sur les réseaux sociaux. Mais le chien semblait s'être évaporé.
Ethan, rongé par l'inquiétude, élargit le périmètre chaque jour, jusqu'à ce que, 3 semaines plus tard, ils perdent pied dans un ravin au bord de leur propriété. La chute fut brutale, plusieurs vertèbres brisées, immobilisé, il ne retrouverait plus jamais l'usage de ses jambes. Les médecins parlèrent de miracles qu'il ait survécu. Ethan, lui, ne voyait que son échec. Il avait perdu le chien qu'Abigail chérissait plus que tout, et désormais, il ne pouvait même plus se tenir debout pour la consoler. 14 mois plus tard, leur ferme n'était plus que l'ombre d'elle-même. La peinture blanche s'écaillait par endroits, la vieille balançoire grinçait dans le vent. Et les plates-bandes, autrefois florissantes, étaient envahies par les herbes folles. Ethan, désormais en fauteuil, passait de longues heures devant la fenêtre, le regard perdu. Son visage, encadré d'une barbe envahissante poivre-sel, portait le poids des mois écoulés. Il avait arrêté la rééducation. À quoi bon, pensait-il? Ils avaient tout perdu. Hélène entra dans la cuisine, une panière de linge sur la hanche, ses traits tirés, ses yeux cernés en disaient long. Elle posa le linge sur la table. « Des nouvelles ?» Ethan secoua la tête. « Dr Lane a appelé. Les derniers résultats d'Abby ne sont pas bons ?» Hélène ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Je vais appeler l'hôpital demain matin, il faut avancer son prochain contrôle. » Le silence qui suivit était lourd, étouffant, saturé de peur tue. La santé d'Abigail s'était lentement mais sûrement détériorée depuis la disparition de Maverick. Comme si le vide laissé par le chien s'était insinué jusque dans son petit cœur déjà fragile. « Elle a encore dessiné un chien aujourd'hui », murmura Hélène. Elle sortit un dessin plié de sa poche et le déplia. Un berger allemand sous un arc-en-ciel, immobile, gardien silencieux. Ethan serra les accoudoirs de son fauteuil. « J'aurais dû réparer cette fichue clôture. J'aurais dû vérifier après la tempête. » Sa voix se brisa, étouffée par le remords. « Arrête !» dit Hélène, posant les mains sur ses épaules. « Pas aujourd'hui. » Il posa sa main sur la sienne. Fragile tentative de réconfort, mais tous deux savaient que la culpabilité ne dessert pas facilement son emprise. Il roula jusqu'à la chambre d'Abigail. La porte était entr'ouverte. La petite fille y était recroquevillée sur son lit, si menue, si frêle. Son visage semblait appartenir à une enfant plus jeune. Son développement avait été freiné par la maladie, mais c'était la tristesse, plus que tout, qui semblait l'avoir figée. Le collier de Maverick pendait au pied de son lit, ses médailles tintant parfois dans le silence. « Coucou ma puce », dit Ethan doucement. « Maman m'a dit que tu avais fait un beau dessin. » Abigail se retourna. Ses grands yeux bleus, copie conforme de ceux de son père, le fixaient avec gravité. « C'est pour quand Maverick reviendra, pour qu'il sache qu'on est encore là. » La gorge d'Ethan se noua. « C'est une bonne idée, murmura-t-il. Le père de Lily a dit que Maverick avait sûrement été mangé par des coyotes, ajouta Abby d'un ton calme, mais son menton tremblait. Mais il se trompe. Maverick est trop intelligent pour se faire avoir par des coyotes. Ethan hocha la tête. Le père de Lily ne le connaît pas comme nous. Il s'approcha et lui remit une mèche de cheveux derrière l'oreille. Elle serrait la photo familiale contre elle, celle où Maverick les protégeait du regard. « C'est le chien le plus intelligent d'Idaho, dit-il. Non, du monde entier, corrigea Abigail avec une conviction soudaine. Il nous cherche encore. Je le sens. » Plus tard dans la nuit, alors qu'Abigail dormait, que Hélène corrigeait des copies dans le salon et qu'un silence pesant avait repris possession de la maison, Ethan restait seul dans son bureau. Cette pièce, autrefois remplie de plans de construction, de trophées de pêche, de souvenirs de voyage, n'était plus qu'un sanctuaire figé. Il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux dossier jauni. À l'intérieur, les tracts de disparition, des coupures de presse sur des animaux retrouvés après des mois d'errance, des impressions d'emails signalant des chiens vus dans un rayon de 150 km. Il étala les papiers sur le bureau. Son regard s'attarda sur la photo utilisée pour les affiches. Maverick, alerte, fier, la cicatrice sur l'épaule bien visible. Vestige de sa vie passée dans les équipes de secours. « Où es-tu, mon garçon ?» Le téléphone sonna, le sortant brutalement de ses pensées. Il jeta un œil à l'horloge. 21h58. Trop tard pour un appel ordinaire. Il attrapa le combiné, roulant vers la cuisine pour éviter de réveiller sa fille. « Famille Whittaker, bonsoir. Monsieur Whittaker, ici Dr Lane. » La voix calme et professionnelle de la cardiologue portait un sous-texte inquiet. « J'ai analysé les derniers résultats d'Abigail. Nous ne pouvons pas attendre son rendez-vous du mois prochain. » Ethan sentit la pression dans sa poitrine augmenter. « C'est si grave ? L'échographie montre des changements importants. Je veux l'hospitaliser à Forest View Children's Hospital dès demain. Nous devons ajuster son traitement et... »
Elle hésita, puis reprit « Il est possible que nous devions envisager plus sérieusement une greffe. » Après avoir raccroché, Ethan resta figé, seul dans la pénombre de la cuisine, le combiné toujours en main. Dehors, les éclairs fendaient le ciel, révélant par instants le chenil vide dans l'arrière-cour, envahi depuis des mois par le silence et la mousse. La synchronicité de ce coup de téléphone et de l'anniversaire de la disparition de Maverick lui sembla presque cruelle, comme si le destin avait voulu marquer le coup. Cela faisait aujourd'hui exactement 14 mois que le chien avait franchi cette clôture brisée. Et maintenant, la vie de sa fille était suspendue à la possibilité, ou non, d'un cœur étranger. Il roula jusqu'à la chambre d'Abigail et s'arrêta un instant sur le seuil, observant la montée et la descente lente de sa poitrine. Sur le mur, son calendrier griffonné portait une croix rouge pour chaque jour écoulé depuis la disparition de Maverick. Il ne marquait pas les jours avant Noël, ni avant son anniversaire. Non, chaque X était une balise vers ce jour précis où Maverick serait officiellement absent depuis plus d'1 an. Demain, elle ajouterait une croix de plus. Demain, il prendrait la route pour Forest View avec des nouvelles qu'elle ne voudrait pas entendre. Pendant ce temps, à 1500 km de là, le froid de Chicago n'avait rien à voir avec les hivers d'Idaho. Ici, la neige n'avait rien de poétique. Elle se transformait en gadoue grise sur les trottoirs, se gelait en pics traîtres le long des trottoirs, se mêlait à la crasse urbaine. Maverick errait dans une ruelle bordée de conteneurs et de bâtiments délabrés. Son allure noble d'autrefois n'était plus qu'un souvenir. Il boitait, sa patte arrière gauche blessée par une coupure mal soignée. Son oreille était déchirée, son flanc portait une plaque sans poil et ses côtes saillaient sous son pelage terni. Pour un passant ordinaire, il n'était qu'un chien errant de plus, victime d'une ville impitoyable. Mais Maverick n'était pas perdu au sens traditionnel. Il savait exactement où il devait aller. Son cœur pointait vers l'ouest, vers cette maison blanche, cette grange rouge, cette fillette à la voix chantante. Mais entre lui et elle, il y avait des montagnes, des plaines, des dangers innombrables et une ville qu'il avait enfermée dans un labyrinthe sans fin. Cela faisait presque 6 mois qu'il s'était échappé de ce hangar sordide où l'on forçait les chiens à se battre. Il avait tenu, refusant de devenir l'animal que ces hommes voulaient qu'il devienne. Il avait défendu sa vie, mais jamais il n'avait mordu pour tuer. Ce n'était pas dans sa nature. Quand une descente de police avait interrompu un combat, le chaos lui avait offert une échappatoire. Depuis, il fuyait, toujours, des humains, des meutes errantes, de la faim, du froid. Il survécut, mais à quel prix? Il se tapit dans l'ombre lorsqu'un bruit de pas approcha. Un vieil homme vêtu de plusieurs couches de vêtements s'avança lentement. Son nom était Bernard Doyle. Vétéran du Vietnam, il vivait dans les rues depuis des années. Depuis 3 semaines, il avait remarqué le berger allemand blessé et avait tenté de l'apprivoiser. Ce soir-là, il tendit une main ridée tenant un morceau de papier d'aluminium. Pas de geste brusque, soldat. On a du roast-beef ce soir. La serveuse du resto me l'a mis de côté pour toi. Maverick l'observa depuis l'ombre. Dans cette ville, il avait appris à se méfier. Trop de mains s'étaient tendues pour mieux trahir ensuite. Mais cet homme-là, il ne mentait pas. Il ne tentait pas de l'attraper. Il ne le forçait pas. Il attendait. Lançant doucement le paquet au sol, il s'écarta de quelques pas. Maverick s'approche lentement. La viande était tiède, grasse, un festin. Il mangea. Pendant ce temps, Bernard s'assit sur une caisse retournée. « T'as pas toujours été dans la rue, toi? Quelqu'un t'a formé? Chien de police, peut-être? Ou de secours? T'as l'air de savoir ce que tu fais. » Le repas terminé, Maverick s'assit, le regard toujours méfiant, mais sans hostilité. Il y avait quelque chose dans l'odeur de l'homme, quelque chose qui lui rappelait Ethan. Pas la même senteur, mais un fond de stabilité, de droiture. « Il y a une tempête qui arrive, froid comme jamais. » Bernard désigna le ciel. « J'ai une planque sous le viaduc. C'est pas un palace, mais au moins on gèle pas. Tu peux venir. » Comme pour souligner ses propos, des flocons commencèrent à tomber. Petits, froids, implacables. Maverick leva les yeux, puis les baissa vers le vieil homme qui s'était levé et marchait vers la rue. Après quelques secondes d'hésitation, le chien le suivit. Le repère de Bernard était plus organisé qu'on ne l'aurait cru. Cartons, bâches, couvertures, tout était méthodiquement arrangé pour résister au vent. D'autres sans-abri occupaient les recoins voisins, un semblant de communauté. « Voilà le coin des invités », dit Bernard avec un sourire en coin, posant une couverture pour Maverick. Le chien resta un moment à distance, observant les alentours, scrutant chaque bruit. « C'est le Klebs à Bernard, lui ?»
demanda un type en se réchauffant les mains près d'un radiateur de fortune. « Il fait peur. Foutez-lui la paix, coupa Bernard. Il a vu des choses. Comme nous, la nuit tomba, la neige s'intensifia. Pour la première fois depuis des mois, Maverick s'allongea dans un abri, sans qu'aucune chaîne ne l'enserre. Il ne dormait pas, mais il reposait. Et ce simple acte, pour lui, relevait déjà du miracle. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, un homme nommé Victor Ramirez fulminait dans un bureau trop luxueux pour l'endroit où il se trouvait. Le dernier étage d'un entrepôt abandonné servait de base à son réseau clandestin de combat de chiens. Et Victor n'avait pas oublié Maverick. « Ça fait 6 mois !» hurla-t-il dans son téléphone. « Comment c'est possible qu'un putain de berger allemand vous échappe encore ?» À l'autre bout du fil, des excuses minables. Il raccrocha furieusement. Sur son mur, des photos de ses champions, bêtes musculeuses, cicatrices apparentes, dents prêtes. Mais à part une image différente. Maverick, au fond du ring, calme, les yeux encore clairs. Un chien qui avait refusé de devenir un monstre. Et pour cela, Victor le haïssait plus que tous les autres. Le lendemain matin, Chicago s'éveilla sous un manteau blanc qui n'avait rien de féerique. La neige lourde et sale étouffait les bruits habituels de la ville, mais n'apaisait en rien sa violence. Dans une ruelle de South Oxide, un cri surgit. Un enfant de 9 ans, prénommé Tommy Delgado, échappa à la vigilance de sa babysitter pour aller chercher son ballon coincé sur la route. Ce qu'il ne vit pas, c'était la camionnette qui arrivait, glissant sur la neige verglacée. Le véhicule filait droit sur lui, incapable de s'arrêter à temps. Des passants hurlèrent, impuissants. Mais avant que l'impact ne survienne, une masse sombre surgit du trottoir. Maverick bondit, projeta le garçon hors de la trajectoire et prit de plein fouet le coin du pare-choc avant. Le choc fut brutal. Maverick roula dans la neige, son flanc heurtant violemment une borne incendie. Le gamin hurla, les bras écorchés mais saufs. Les sirènes retentirent. Une ambulance, des policiers, des badauds, le chien gisait sur le sol, haletant, ses yeux entr'ouverts, le museau couvert de sang. Mais il restait en vie. Et ce détail changea tout. Une policière, officiant comme patrouille de quartier, s'agenouilla près de lui. « Il m'a sauvé ce gosse !» souffla-t-elle, incrédule. « Quelqu'un connaît ce chien ?» demanda un ambulancier. Personne ne répondit, jusqu'à ce qu'un vieillard mal rasé s'approche à pas lents. Bernard Doyle. Il s'agenouilla à côté de Maverick. « Il s'appelle Ghost ?» mentit-il pour protéger le passé du chien. « C'est mon compagnon. » La vidéo de la scène, filmée par une adolescente depuis la fenêtre de son appartement, fit le tour des réseaux sociaux. Sur TikTok, la séquence fut partagée des millions de fois. On y voyait la silhouette du chien bondissant dans la neige, renversant le garçon, puis s'effondrant. Le titre, « Un chien sans collier sauve un enfant d'un accident à Chicago, héros inconnu ». Les commentaires affluaient. Certains voyaient en lui un chien errant chanceux. D'autres, plus attentifs, notèrent une chose, sa posture, sa détermination. « Ce n'est pas un chien de rue ordinaire », écrivit un ancien maître chien. « Regardez comment il analyse la situation avant de bouger. Il a été formé. » La vidéo finit par atteindre l'écran d'une femme nommée Rebecca Thornton, vétérinaire à Boise, dans l'Idaho. Elle reconnaissait ce regard, ce museau. Elle l'avait vu des centaines de fois. C'était Maverick, aucun doute. Rebecca décrocha aussitôt son téléphone. Elle appela Michael Whitaker, le frère d'Ethan qu'il avait engagé l'année passée pour aider à diffuser l'alerte de disparition du chien. « Michael, tu dois voir ça. Je crois que j'ai retrouvé Maverick. » De là, tout s'enchaîna très vite. Michael contacta immédiatement Ethan. Il lui envoya la vidéo. Ethan, incapable de retenir ses larmes, montra les images à Hélène. Il n'avait pas besoin de confirmation. La cicatrice à l'épaule, la manière dont il se plaçait entre l'enfant et le danger, cette manière de poser sa patte avant droite avant de courir, c'était lui. Pas un sosie, pas un chien du même type, leur chien. Mais les autorités de Chicago avaient transféré Maverick à un centre vétérinaire en périphérie, sur ordre du refuge municipal. Il était blessé, souffrait d'une contusion thoracique sévère et d'une hanche fracturée. Mais son état était stable. Il avait survécu à l'impact. C'est dans cette clinique, le cœur encore fragile et l'anxiété constante, qu'un technicien du refuge le photographia juste avant son transfert. La photo fut publiée sur le site du refuge avec un nom temporaire, Shadow, mâle berger allemand, environ 6 à 8 ans, trouvé blessé, très calme, non agressif. Et c'est cette photo qu'Abigail vit, quelques jours plus tard, depuis le lit de sa chambre à Forest View. Son cœur faiblissait, les médecins parlaient d'options qu'un enfant de son âge ne devrait jamais entendre. Mais elle tenait le coup, serrant entre ses mains le collier de Maverick comme un talisman.
Ce matin-là, Hélène, dans l'espoir d'alléger un peu le poids de l'attente, lui avait montré les vidéos du chien héros de Chicago. Abigail avait scruté l'écran, le souffle court, puis, quand la photo du refuge était apparue, elle avait chuchoté un nom. Pas Shadow, un seul mot. Maverick. Il n'avait pas changé, pensait-elle, même blessé, même sale. Elle reconnaissait son regard. Elle le connaissait mieux que personne, et quand ils arrivèrent au refuge quelques jours plus tard, Ethan en fauteuil, Hélène tenant la main de leur fille, ce fut comme dans un rêve. Les volontaires les observaient, curieux. Margaret Halperin, la directrice, les mena au box numéro 12. Maverick était là, couché, immobile, le regard vide. Puis il leva la tête. Son regard rencontra celui d'Abigail. Et dans ce bref instant, les barrières tombèrent. Un grondement très léger s'échappa de sa gorge, non de menace, mais de reconnaissance. Ses pattes frémirent. Il tenta de se lever, mais sa hanche l'en empêcha. Abigail s'agenouilla près de la grille. « Je suis là, Maverick. On est venu te chercher. » Ce fut à cet instant précis que Maverick gémit, puis posa sa patte contre le grillage. Abigail y plaça la sienne. Une larme coula sur sa joue. « Tu peux rentrer à la maison maintenant. Je t'ai attendu. Je savais que tu viendrais. » Et quand Margaret ouvrit lentement la porte, Maverick rampa péniblement, puis enfouit son museau dans les bras de la petite fille, pleurant doucement, comme un enfant perdu qu'on ramène enfin auprès des siens. Le retour en Idaho ne fut pas immédiat. Le vétérinaire du refuge, Dr. Levin, un homme calme aux lunettes épaisses et au regard attentif, insista pour que Maverick reste encore quelques jours sous surveillance. Ses blessures, bien que stables, demandaient un suivi rigoureux. Mais désormais, le chien n'était plus seul dans sa cage. Abigail refusait de le quitter. Assise sur une couverture, elle restait près de lui des heures durant, lisant à voix haute des histoires, chantonnant doucement des chansons de leur ferme, glissant des friandises dans sa gamelle quand les infirmiers détournaient les yeux. Ethan, malgré son fauteuil, avait insisté pour aménager un coin dans la clinique où il pouvait rester aussi longtemps que nécessaire. Hélène passait ses nuits à remplir des dossiers administratifs pour organiser leur transfert médical vers leur hôpital local, là où Abigail pourrait continuer ses soins tout en étant entourée des siens. Mais plus encore que les médicaments, ce qui semblait maintenir Abigail en vie, c'était Maverick. Depuis leur retrouvailles, ses constantes s'étaient améliorées. Les médecins, d'abord sceptiques, ne purent nier ce qu'ils voyaient. La présence du chien apaisait son rythme cardiaque, stabilisait sa respiration et redonnait à ses joues un soupçon de couleur. Le docteur Chen, chef de service pédiatrique à Forest View, demanda un jour à Hélène, presque incrédule, « Ce chien, il a été dressé comme chien d'assistance émotionnelle ?» Hélène sourit tristement. Non, il a juste été aimé. La veille de leur départ, alors que la neige tombait à nouveau sur Chicago, Maverick tenta pour la première fois de se relever complètement. Sa hanche fracturée le fit souffrir, mais il insista, grognant, jusqu'à poser ses 4 pattes sur le sol. Abigail l'encourageait doucement. « Tu peux le faire, Maverick. » Comme papa quand il fait ses exercices, doucement. Et Maverick, tremblant, fit un pas, puis un autre. Il titubait mais avançait. Le personnel médical s'arrêta de respirer. L'infirmière en chef essuya discrètement une larme. Margaret, la directrice du refuge, déclara avec émotion. J'ai vu beaucoup de chiens se relever, mais jamais avec autant de volonté que lui. Ce soir-là, Ethan publia une photo sur les réseaux sociaux. Maverick debout, Abigail à ses côtés, une main sur son collier, un sourire timide aux lèvres. Il n'ajouta qu'une légende. La foi ne s'est jamais perdue. Le lendemain matin, ils quittèrent la clinique dans un van aménagé, offert temporairement par une association locale. Ethan à l'avant, Hélène au volant, Abigail et Maverick côte à côte sur une couchette matelassée. La route jusqu'en Idaho serait longue, mais cette fois, chaque kilomètre les rapprochait d'un renouveau. Pendant le trajet, Abigail posa sa tête contre Maverick. Le chien somnolait, son flanc se soulevant à un rythme rassurant. Elle chuchota, comme un secret. « Je t'ai vu en rêve chaque nuit. Tu marchais dans la neige, mais tu ne t'arrêtais jamais. » Hélène, qui écoutait depuis le siège passager, essuya discrètement une larme. Ethan tourna légèrement la tête. « Tu crois qu'il savait que tu étais malade ?» demanda-t-il. « Il savait » répondit-elle simplement. « Il a senti mon cœur. » De retour à la ferme, l'accueil fut digne d'un retour de guerre. Les voisins vinrent saluer la famille, apportant tartes, soupe, couvertures et friandises pour Maverick. La presse locale fit même un petit reportage. Le retour du chien héros d'Idaho. Mais au-delà de l'euphorie, la réalité reprit vite ses droits.
Abigail avait besoin de soins constants, de visites régulières à Boise, de traitements expérimentaux parfois coûteux. Maverick, de son côté, devait suivre une rééducation physique longue et délicate. Mais quelque chose dans l'air avait changé. L'énergie même de la maison semblait différente, comme si la présence du chien avait ravivé une flamme. Ethan, qui refusait depuis des mois de continuer la rééducation, demanda à reprendre les séances avec son ancien kiné. Hélène replantait des fleurs dans les jardinières et Abigail dessinait à nouveau des forêts, des rivières et toujours un grand chien noir au regard protecteur. Un matin, alors que la brume s'étirait lentement au-dessus des champs, Maverick se posta devant la porte de la chambre d'Abigail. Il aboya doucement. Hélène ouvrit. Le chien entra, puis se figea. Abigail respirait vite, trop vite. Son visage était pâle. Hélène appela immédiatement l'hôpital. L'ambulance arriva en moins de 20 minutes. Maverick, refusant de rester en arrière, sauta dans le véhicule malgré les protestations du personnel. « C'est un animal de compagnie », s'énerva un ambulancier. « C'est son garde du corps », rétorqua Hélène. « Il vient avec nous. » À l'hôpital, les nouvelles étaient préoccupantes. Son cœur, déjà fragile, avait subi une décompensation. La greffe, jusque-là évoquée à voix basse, devenait une nécessité. Abigail fut placée en observation constante. Maverick, allongé près de son lit, refusait de manger. Il ne quittait pas son poste, pas même pour se reposer. L'équipe médicale, d'abord réticente, finit par accepter sa présence permanente. Il suffisait de voir les constantes d'Abigail quand il était là pour comprendre. Mais alors que l'espoir faiblissait, une opportunité improbable surgit. Un donneur compatible venait d'être identifié. Une équipe chirurgicale de Salt Lake City acceptait de se déplacer dans les 24 heures. Tout devait être prêt. Ce soir-là, Ethan entra seul dans la chambre de sa fille. Hélène, à bout, dormait sur une banquette du couloir. Il prit la main d'Abigail, fragile et froide. Maverick leva les yeux vers lui. « Elle est forte », murmura Ethan. « Mais elle aura besoin de toi pour traverser tout ça. » Le chien ne bougea pas. Mais son regard parlait. Il était prêt. Pour elle, pour leur famille. Le matin de l'opération, une brume dense couvrait Boise. Le parking de l'hôpital était silencieux, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Hélène tenait fermement la main de sa fille pendant que le personnel installait les machines. Abigail regardait le plafond, puis tourna la tête vers Maverick, toujours couché au pied de son lit. Son museau était posé sur ses pattes croisées, ses oreilles légèrement baissées. Il ne faisait aucun bruit, mais son regard ne la quittait pas. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Ethan répondit doucement avant même que Maverick n'ait eu le temps de bouger. « Il ne bougera pas d'ici. » Les infirmières firent signe qu'il était temps. Ethan embrassa le front d'Abigail, puis Hélène. La porte se referma, laissant derrière elle un silence lourd, brisé seulement par la respiration lente du chien. Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Dans la salle d'attente stérile, les Whittaker s'étaient installés sans un mot. Ethan fixait le sol, les doigts crispés sur les roues de son fauteuil. Hélène, elle, tournait en boucle les mêmes prières silencieuses, le regard figé sur la pendule murale. Chaque seconde semblait durer une éternité. De son côté, Maverick avait été autorisé à attendre dans une pièce adjacente, une faveur exceptionnelle concédée par le Dr Chen lui-même. Il refusait de boire, de bouger. Par moments, il grognait doucement, comme s'il ressentait les douleurs de la petite fille depuis l'autre côté du mur. Puis, à 15h14 précise, la porte s'ouvrit. Le chirurgien Dr Collins, un homme réputé pour son calme, entra dans la salle d'attente. Il enleva lentement son masque puis hocha la tête. L'opération s'est bien déroulée. La greffe est en place. Elle est en salle de réveil. Les prochaines 48 heures seront décisives. Mais elle est forte, très forte. Ethan poussa un soupir, un souffle qui semblait venir de l'âme. Hélène s'effondra dans ses bras, des larmes coulant sans retenue. Maverick, dans la pièce voisine, releva la tête et remua légèrement la queue pour la première fois depuis le matin. Quand Abigail se réveilla, la lumière était tamisée. Sa poitrine était entourée de capteurs, de pansements, de fils. Elle cligna lentement des yeux. Tout lui semblait lointain, jusqu'à ce qu'elle sente une chaleur familière près d'elle. Maverick, le museau posé sur la barrière du lit, la fixait. Elle sourit faiblement. « Tu as tenu ta promesse », murmura-t-elle. Hélène, assise à ses côtés, lui caressa les cheveux. « Il n'a pas bougé d'ici, pas une seconde. » Les jours suivants furent un mélange d'espoir et de vigilance. Abigail réagissait bien à la greffe et ses constantes restaient stables. Chaque jour, elle gagnait un peu de force.
Chaque jour, Maverick reprenait du poids, marchait un peu plus loin. Les médecins eux-mêmes admiraient la symbiose improbable entre la fillette et son chien. C'est presque médical ce lien qu'ils ont, disait une infirmière, comme si l'un ne pouvait pas respirer sans l'autre. Dr Chen ajouta même un commentaire dans le dossier médical d'Abigail. Effet thérapeutique lié à la présence constante de l'animal à ne surtout pas interrompre. Un après-midi, alors qu'Abigail dormait, Ethan sortit sur le toit terrasse réservé aux familles. Il y avait roulé seul, à la recherche d'un peu de silence. C'est là qu'il vit Hélène, les bras croisés, regardant les montagnes au loin. Il s'approche doucement. « Tu sais ce que je crois ?» dit-il après un long moment. « Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, des forces qui nous dépassent. » Hélène ne répondit pas tout de suite, puis elle se tourna vers lui. « J'ai arrêté de chercher des explications le jour où Maverick est revenu. Il a traversé l'Amérique entière pour revenir. Pour elle, il savait. » Elle s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. « Et tu sais quoi ? Je crois qu'il a ramené notre famille avec lui. » Une semaine plus tard, Abigail pouvait se tenir debout. Avec l'aide d'un déambulateur et d'une infirmière, elle faisait quelques pas dans le couloir de l'hôpital. Maverick marchait à ses côtés, lentement, au rythme de la petite fille. Les autres enfants, les patients, les membres du personnel s'arrêtaient pour les regarder passer. Une silhouette fragile et son ombre protectrice. Ils étaient devenus une légende vivante dans les couloirs. Certains les appelaient le cœur et le gardien. Une bénévole de l'hôpital, bouleversée par leur histoire, demanda s'ils accepteraient qu'on raconte leur aventure dans un documentaire local. Ethan accepta, tant que ça inspire d'autres familles à ne jamais perdre espoir. Et pendant ce temps, bien loin de là, Victor Ramirez reçut un appel. Un de ces hommes, nerveux, transpirant. « Patron, vous avez vu les infos ? C'est lui, le chien. Il est vivant. » Et ils ont dit son nom à la télé, Maverick. Victor jeta son téléphone contre le mur. Ce chien qu'il croyait perdu l'avait humilié une fois, et maintenant il devenait une icône. Il savait qu'il ne pourrait plus l'approcher, pas sans se faire repérer. Mais dans son esprit malade, une idée germa. Ce chien était devenu un symbole. Et les symboles, disait-il toujours, ça se brise. Il se leva, traversa la pièce, alluma une vieille télévision. Sur l'écran, un journaliste parlait « L'histoire bouleversante d'un chien héros qui a traversé le pays pour retrouver une fillette malade et l'aider à survivre à une greffe cardiaque. » Victor serra les poings. « Profite bien de ta gloire, chien. On verra combien de temps ça dure. » Les semaines passèrent et Abigail continua de surprendre tous ceux qui l'entouraient. Sa guérison n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, profonde. Chaque jour, elle reprenait un peu plus possession de son corps, de ses rires, de ses rêves. Elle dessinait à nouveau sans arrêt des forêts remplies de lumière, des maisons perchées dans les arbres, des enfants qui couraient dans les champs, toujours accompagnés d'un grand chien au regard sage. Son cœur réparé battait plus fort à chaque promenade dans les couloirs de l'hôpital. Maverick, lui, était devenu une légende silencieuse. Son pelage avait repris de l'éclat, ses muscles se raffermissaient, et sa hanche blessée ne l'empêchait presque plus de marcher dignement. Il avançait toujours à la même allure que la fillette, adaptant son rythme à chaque pas qu'elle faisait comme s'il était programmé pour ne jamais la devancer. À la fin du mois de mars, l'équipe médicale donna enfin son feu vert pour un retour à la maison. Ethan et Hélène accueillirent la nouvelle avec émotion, mais aussi une certaine appréhension. Et s'ils n'étaient pas prêts? Et si quelque chose échappait à leur contrôle? Dr Chen les rassura. Ce que votre fille a surmonté, peu d'adultes l'auraient supporté. Elle n'est pas seulement guérie, elle est transformée. Et avec Maverick à ses côtés, je suis prêt à parier qu'elle ira encore plus loin. Le jour du départ, l'hôpital entier semblait s'être déplacé dans le hall pour leur dire au revoir. Des infirmières prirent des photos, les aides-soignants offrirent une banderole colorée sur laquelle on pouvait lire « Merci de nous avoir rappelé pourquoi on fait ce métier ». Maverick portait un bandana bleu autour du cou, brodé par une bénévole, gardien du cœur d'Abigail. Le van familial reprit la route vers la ferme. Cette fois, il n'y avait plus de tension, plus de peur. Seulement une impatience douce, une certitude silencieuse qu'un nouveau chapitre allait commencer. La maison n'avait pas changé, mais elle semblait différente, plus lumineuse, comme si elle avait attendu ce retour avec autant de ferveur qu'eux. Ethan, malgré les douleurs persistantes, descendit seul du véhicule, manœuvra son fauteuil sur le gravier et ouvrit grand la porte d'entrée. Hélène prit Abigail dans ses bras et la fit passer le seuil. Maverick entra en dernier, il renifla l'air, fit quelques pas,
et s'allongea exactement à l'endroit où se trouvait son vieux panier avant sa disparition, comme s'il n'était jamais parti. Mais la paix retrouvée fut vite troublée. Un matin, alors qu'Ethan faisait des exercices sur le porche, une voiture noire s'arrêta devant la propriété. 2 hommes en descendirent. Costumes sombres, lunettes opaques. Pas des voisins, pas des journalistes non plus. Hélène, qui arrosait ses fleurs, fronça les sourcils. Ethan roula jusqu'à eux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec fermeté. L'un des hommes tendit une carte, agence de sécurité intérieure. Le nom, agent Frédéric Owens. Il prit la parole d'un ton neutre. « Monsieur Whittaker, nous avons reçu des informations indiquant que l'individu à la tête d'un réseau illégal de combat de chiens pourrait chercher à localiser votre animal. Nous avons des raisons de penser qu'il s'agit de l'homme connu sous le nom de Victor Ramirez. » Ethan serra les mâchoires. Hélène accourut, inquiète. « Pourquoi Maverick ?» L'agent Owens rangea sa carte. Ce chien a survécu à une série d'épreuves que d'autres n'ont pas supportées. Il est devenu un symbole. Ramirez le considère comme une humiliation vivante. Il pourrait tenter quelque chose, nous voulons juste vous prévenir. Et vous proposer un système de surveillance temporaire jusqu'à ce que nous ayons localisé Ramirez. Ethan hocha lentement la tête. Hélène murmura « Ce cauchemar n'est donc pas fini ». Abigail, depuis la fenêtre de l'étage, observait en silence. Maverick, assis au pied de l'escalier, avait le regard fixe, les oreilles droites. Il avait senti l'odeur des hommes en noir. Il savait qu'un danger rôdait. Les jours suivants furent marqués par l'installation discrète de caméras, de capteurs et d'un système d'alerte discret. Un ancien marine local, reconverti dans la sécurité privée, vint passer quelques heures par jour sur la propriété. Il s'appelait Darren Quinn. Grand, calme, barbu, il avait l'instinct des hommes qui ont trop vu. Il prit immédiatement Maverick en sympathie. « Ce chien, c'est pas juste un chien », déclara-t-il à Ethan. « C'est un soldat. Il sait lire les visages, capter l'invisible. Et s'il ressent que quelque chose cloche, croyez-moi, il faut l'écouter. » Un soir, alors que le soleil se couchait lentement sur les champs, Maverick se mit à grogner. Pas un simple avertissement. Un grondement profond, grave, qui fit frissonner Hélène. Il se posta devant la porte, poitrail tendu, museau en l'air. Darren sortit immédiatement. Arme à la ceinture, il parcourut le périmètre. Rien, pas un bruit. Mais Maverick ne se calmait pas. Il fixait les bois au loin, ceux qui bordaient la propriété. Ethan sortit lui aussi, roulant sur le chemin de gravier. « Il sent quelque chose » souffla-t-il. Et c'était vrai. Il n'y avait rien à voir. Mais l'odeur était là, furtive, salie par le vent, une présence, un souvenir ou une menace. Cette nuit-là, Hélène verrouilla toutes les portes. Abigail dormait dans la chambre parentale, Maverick couchait devant la porte. Darren resta à la ferme, dormant dans une pièce à côté du salon. Ethan, les yeux ouverts dans l'obscurité, pensait à une chose, Ramirez. Ce nom résonnait dans sa tête comme une promesse. Il ne laisserait jamais cet homme approcher sa fille. Il ne laisserait personne leur voler à nouveau ce qui leur avait été si difficilement rendu. À l'aube, une pluie fine s'abattait sur la vallée. La lumière grise filtrait à peine à travers les nuages, enveloppant la ferme d'un manteau brumeux. Darren, qui s'était levé avant tout le monde, fit le tour du périmètre. Il observait chaque détail. Les traces sur la boue, les empreintes sur le gravier, les branches déplacées. Rien ne semblait anormal à première vue, mais quelque chose le dérangeait. Il s'approche de la clôture nord. Une planche avait été déplacée, subtilement, pas arrachée, glissée, comme si quelqu'un avait voulu passer inaperçu. Il se redressa lentement, jeta un regard vers la forêt voisine. Son instinct d'ancien soldat lui criait que cette nuit n'avait pas été aussi calme qu'elle en avait l'air. Dans la maison, Abigail dormait encore profondément, son bras posé sur le dos de Maverick, qui veillait comme une sentinelle silencieuse. Depuis quelques jours, il avait retrouvé sa prestance. Il ne boitait presque plus. Son regard avait regagné toute sa vivacité. Il ne courait pas encore, mais il se tenait prêt. Toujours. Ce matin-là, il sembla encore plus alerte. Chaque mouvement dans la maison, chaque vibration, chaque craquement du bois ancien provoquait chez lui un petit sursaut. Il fixait la porte, puis la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. À Chicago, pendant ce temps, les forces fédérales progressaient. Ramirez, connu pour ses déplacements fréquents et ses caches multiples, avait été localisé dans un entrepôt abandonné au sud de la ville. L'opération fut planifiée pour l'aube. Mais Ramirez, toujours un pas d'avance, disparut la veille au soir. Ce qu'ils découvrirent dans son repère glaça les enquêteurs. Des plans de plusieurs maisons, des cartes, des photos,
Sur une d'elles, prise depuis une voiture camouflée, on reconnaissait Ethan sur sa rampe d'accès, Hélène dans le jardin et au loin, une petetite silhouette avec un chien. Le message était clair. Ramirez ne cherchait pas à effacer son humiliation. Il voulait la retourner contre eux. À la ferme, la vie continuait, mais le climat avait changé. Hélène passait ses journées à vérifier chaque verrou, chaque capteur. Ethan, malgré la douleur dans ses bras, s'entraînait à ouvrir et refermer la porte d'entrée avec rapidité. Abigail, bien qu'innocente de tout, sentait que l'atmosphère était devenue lourde. Un soir, elle demanda à sa mère « Est-ce qu'on est en danger ?» Hélène hésita, puis elle s'assit près d'elle, lui caressa les cheveux. « On est ensemble. Et tant qu'on est ensemble, rien ne peut vraiment nous atteindre. » Mais la vérité, c'est qu'Hélène ne dormait plus depuis 3 nuits. Ni Ethan, ni Darren, et encore moins Maverick. C'est au soir du 4e jour que tout bascula. Vers 21h12, un courant d'air glacial s'engouffra dans le salon. La porte arrière, pourtant verrouillée, était entr'ouverte. Hélène, qui lisait à côté d'Abigail, se leva d'un bond. Elle courut vers l'entrée et vit Maverick déjà en position d'attaque. Grognement sourd, oreilles adressées, corps tendu. Darren surgit de la cuisine, une lampe torche et une arme à la main. Ethan roula jusqu'au couloir, bloquant l'accès aux chambres. « Ne bougez pas », murmura Darren. Puis d'un geste sec, il ouvrit la porte en grand. Personne. Mais le vent avait changé. L'air sentait le cambouis et la sueur. Maverick aboya férocement. Vers l'arrière-cour. Darren courut dehors, éclaira chaque recoin. Sur le sol, des traces, des bottes, récentes. Il suivit les empreintes jusqu'au bout du terrain. Là, il tomba sur une corde, coupée. La caméra de surveillance avait été arrachée. Il revint en courant, le souffle court. « On n'a plus beaucoup de temps. Ils nous testent !» Hélène appela immédiatement les autorités locales. La police du comté débarqua en moins de 15 minutes, balayant la zone, prenant des photos, installant des barrières de fortune. Le shérif, un homme massif nommé Russell Dougherty, connaissait la réputation de Maverick, et aussi celle de Ramirez. « Il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne vous aura pas fait payer votre victoire », dit-il à Ethan. « Mais on va le coincer, je vous le promets. » Ce soir-là, Ethan proposa une idée risquée. « On ne peut pas fuir éternellement. » Ramirez se nourrit de peur. « Alors on va inverser la donne. On va utiliser Maverick comme appât. » Hélène blêmit. « Tu veux l'attirer ici ?» Ethan hocha la tête. « Non, je veux qu'il pense qu'on l'attend, qu'on est prêt. » Il proposa de publier une vidéo sur les réseaux sociaux. Une vidéo simple, puissante. Ethan dans son fauteuil, avec Maverick à ses côtés. La caméra fixe sur leur visage, et cette phrase, sans artifice, « Vous m'avez peut-être pris mes jambes, Ramirez, mais vous ne prendrez pas ma famille. Ce chien est notre fierté. Venez, on ne bougera pas. » La vidéo fit le tour du pays en quelques heures. La solidarité afflua. Des anciens militaires, des policiers à la retraite, des dresseurs de chiens, tous proposèrent leur aide. Certains arrivèrent à la ferme dès le lendemain. Une douzaine d'hommes et de femmes expérimentés, discrets, formés. Ils s'installèrent en périphérie, surveillant les bois, patrouillant les chemins. Darren les coordonnait comme un général. Hélène gérait les ravitaillements. Ethan planifiait la communication. Et Abigail, sans le savoir, devenait le cœur battant d'une petite armée. Mais dans l'ombre, Ramirez se rapprochait. Il n'était plus question de vengeance. Il voulait effacer Maverick, écraser l'espoir qu'il incarnait. Il n'avait plus rien à perdre. Et un soir, alors que la lune montait lentement dans le ciel, il chargea son arme, regarda ses hommes et dit simplement « Ce soir, on coupe le lien ». La nuit s'annonçait sans nuages, mais dans l'air flottait une tension électrique comme un avertissement. Chaque membre de l'équipe de sécurité déployée autour de la ferme sentait que ce soir serait différent. Darren avait renforcé la patrouille, assignant à chacun un secteur, un intervalle de ronde, une fréquence radio. Hélène installa Abigail au sous-sol dans la pièce la plus protégée avec une lampe torche, des bouteilles d'eau et Maverick couché à ses pieds. Le chien n'avait pas quitté son poste de la journée, il refusait même de manger. Son instinct le tenait en alerte maximale. Quelque chose arrivait. À 23h14, un bruit sec retentit derrière la grange. Une branche brisée. Darren, posté près du vieux silo, fit un signe à l'oreillette. 2 autres anciens Marines, postés près du puits, se rapprochèrent discrètement. Les caméras thermiques installées la semaine précédente clignotèrent, 3 signatures de chaleur en mouvement, approche lente. Des hommes, à pied, vêtus pour la nuit, qui avançaient vers la maison par le nord. L'ordre fut donné, ne pas tirer, identifier, confirmer, isoler. Ramirez, lui, n'était pas avec eux, pas encore.
Il observait la scène depuis les hauteurs, une longue vue entre les mains, les traits figés. Il portait une veste noire sans insigne, un sac sur le dos et un revolver ancien rangé dans un étui usé. À côté de lui, un jeune homme tremblait légèrement. Son neveu. Il l'avait recruté de force, persuadé qu'il devait faire ses preuves. Ramirez ne regardait pas la ferme. Il regardait les lumières, les mouvements, les ombres. Il cherchait Maverick. Soudain, tout s'accéléra. À 23h27, l'une des caméras fut neutralisée. Un agent de sécurité alerté par le système s'avança dans la pénombre, lampe torche haute. Trop tard. Une silhouette surgit et l'assomma d'un coup de matraque. L'alerte fut déclenchée. Sirène silencieuse. Tous les membres de l'équipe se mirent en position. Ethan, resté à l'intérieur avec Hélène, verrouilla les portes, enclencha le générateur de secours et roula jusqu'à la trappe du sous-sol. « Ils arrivent !» Maverick se dressa d'un bond, ses crocs découverts, ses muscles tendus. Hélène descendit avec Abigail dans les bras. La fillette, terrifiée, chuchota « Est-ce qu'ils vont nous faire du mal ?» Hélène la serra contre elle. « C'est non, ma chérie, tu es protégée. » Maverick descendit la trappe à son tour, se plaça entre la porte et la famille, son corps formant une barrière vivante. À l'extérieur, les affrontements éclatèrent. Les intrus avaient sous-estimé la préparation de la famille Le Whittaker, chaque avancée était repoussée, chaque attaque contournée, mais ils étaient déterminés et bien armés. Darren fut blessé à l'épaule en désarmant un homme qui tentait de forcer la grange. Un autre des anciens Marines fut atteint à la jambe. Les échanges restaient non létaux mais l'intensité montait. Ramirez, voyant son plan échouer, perdit patience. Il descendit de sa cachette et traversa les bois à vive allure. Il avait un objectif clair. Entrer dans la maison, atteindre le chien, effacer l'humiliation. Il ne vit pas la caméra mobile fixée à l'arbre. Mais Maverick, lui, sentit son odeur. À l'intérieur du sous-sol, il se mit à gronder comme jamais. Hélène, prise de panique, chercha à le calmer. Mais il bondit. Il grimpa l'escalier de bois sans hésiter malgré sa hanche fragile, aboya violemment, griffant la porte pour sortir. Hélène le suivit, Ethan aussi, haletant, armé d'un fusil de chasse qu'il n'avait plus touché depuis des années. « Tu ne sortiras pas seul, Maverick », lança-t-il d'une voix tremblante. À ce moment précis, la porte arrière explosa sous la poussée de Ramirez. Le bruit résonna dans toute la maison. Maverick jaillit, Crocs en avant. Ramirez tira. Une balle frôla l'oreille du chien, ricocha contre le mur. Mais Maverick ne s'arrêta pas. Il bondit sur Ramirez, le projeta contre la table de la cuisine, grognant, mordant, luttant avec toute l'énergie qui lui restait. Ramirez cria, tenta de se dégager, mais Ethan roula jusque dans l'entrée et tira un coup de semonce dans le plafond. « Tu ne touches pas à mon chien !» hurla-t-il. Les membres de l'équipe de sécurité arrivèrent et à quelques secondes plus tard. Ramirez fut neutralisé, menotté, plaqué au sol. Maverick, haletant, couvert de sang, celui de Ramirez, se tenait debout, les pattes tremblantes mais vivant. Darren, blessé mais debout, s'approcha lentement, posa une main sur son cou. « Tu l'as fait, vieux frère. Tu nous as tous sauvés. » Les autorités locales prirent le relais rapidement. Ramirez fut arrêté, ses complices capturés. La maison fut inspectée de fond en comble. Le shérif Dougherty félicita la famille pour sa résilience. « Vous avez transformé une ferme en forteresse, et ce chien est plus qu'un héros, il est une légende. » La nuit s'acheva dans un silence étrange. Plus aucun cri, plus de bruit de pas précipités, plus d'éclat de voix, seulement le bruissement du vent dans les champs et le clignotement intermittent des gyrophares au loin. Ramirez avait été emmené sous haute surveillance. Ses hommes, maîtrisés l'un après l'autre, furent transférés dans plusieurs unités du comté. Mais dans la maison des Whittaker, l'heure n'était ni au soulagement complet, ni à la célébration. Hélène s'assit sur le sol du salon, Abigail blottit contre elle, encore tremblante. Ethan, le souffle court, posa son fusil contre un mur et se pencha en avant, le visage entre les mains. Et Maverick, épuisé, couvert de griffures et d'éraflures, se coucha lentement au centre de la pièce, son museau entre ses pattes. Les ambulanciers examinèrent rapidement les blessures du chien. Rien de vital, mais plusieurs entailles, une patte avant douloureuse et des hématomes. L'un des infirmiers caressa son flanc. « Ce chien-là, c'est pas un chien de compagnie, c'est un miracle. » Darren fut transporté à l'hôpital pour un contrôle, bien que sa blessure à l'épaule ne semblait pas grave.
Avant de partir, il posa une main ferme sur l'épaule d'Ethan. « Tu as fait ce qu'il fallait, tu n'as pas cédé. Et Maverick, il a juste prouvé qu'il n'avait jamais cessé de vous protéger. » Le lendemain, les médias affluèrent. Malgré les consignes strictes, l'histoire s'était propagée comme une traînée de poudre. Les images floues captées par les caméras thermiques, les témoignages recueillis à la hâte, les extraits de la vidéo d'Ethan étaient déjà sur tous les écrans. Le retour du héros à quatre pattes, un vétéran, sa fille cardiaque et un chien devenu légende. Maverick, le chien qui a fait fuir un criminel recherché par le FBI. Les titres rivalisaient de superlatifs. Ethan et Hélène acceptèrent une seule interview, un entretien sobre, sans mise en scène, accordé à une journaliste locale du journal de Boise qui les connaissait depuis longtemps. « On n'a rien cherché », expliqua Hélène. « Tout ce qu'on voulait, c'était retrouver notre chien et sauver notre fille. Tout le reste, c'est venu avec. » Abigail fut autorisée à retourner à l'école 2 semaines plus tard, accompagnée chaque jour de Maverick, désormais officiellement reconnu comme chien d'assistance. Son retour fit sensation. Les enfants la regardaient avec admiration, certains avec curiosité, d'autres avec une forme d'émerveillement muet. Un jour, alors qu'un camarade l'interrogeait sur sa cicatrice, elle répondit calmement « Mon cœur avait oublié comment battre, mais Maverick m'a rappelé. » Cette phrase fut reprise sur les réseaux, partagée par des milliers de personnes. On la retrouva bientôt imprimée sur des t-shirts, affichés sur les murs de refuge pour animaux, gravés dans des médaillons. Maverick était devenu un symbole bien au-delà de leur ville ou de leur état. Il représentait la fidélité, le courage, la renaissance. Le gouverneur de l'Idaho lui remit même une médaille d'honneur pour acte de bravoure civile. Une cérémonie fut organisée à Boise. Ethan en fauteuil tenait Maverick en laisse. Abigail, dans une robe bleu clair, prit la parole devant des centaines de personnes. Sa voix tremblait au début, puis gagna en force. « Quand j'étais malade, je pensais que tout s'éteignait en moi. Mais il n'a jamais abandonné. Il a marché des milliers de kilomètres. Il a traversé la neige, la peur, les dangers. Pour moi, Maverick ne m'a jamais quitté. Il est mon protecteur, mon frère, mon cœur. » Les larmes coulèrent librement dans la foule. Même le gouverneur détourna discrètement les yeux pour cacher son émotion. Après la cérémonie, de nombreux enfants vinrent caresser Maverick. Certains lui remettaient des lettres, des dessins, des bracelets faits main. Il acceptait tout avec calme, comme s'il comprenait le poids de ce qu'il représentait. Mais malgré la reconnaissance publique, la famille Whittaker aspira à une vie plus discrète. Ils refusèrent les offres de talk-show, les propositions d'adaptation cinématographique, les invitations à des conventions. Hélène déclara un jour à un journaliste trop insistant « Ce chien n'est pas une mascotte, c'est un membre de notre famille. Ce qu'il a fait pour nous, ça ne se vend pas. » La vie reprit un rythme plus doux. Abigail retrouvait ses habitudes. Les cahiers d'école, les balades avec Maverick, les après-midi à dessiner dans l'herbe. Ethan, motivé par les événements, reprit une thérapie physique plus intense, espérant un jour marcher de nouveau. Hélène jardinait, organisait des collectes pour le refuge où Maverick avait été recueilli à Chicago, devenu depuis un centre emblématique de sauvetage animalier. Une plaque y fut apposée à son nom, à Maverick, qui a montré à l'homme ce que signifie être fidèle. Et pourtant, malgré les apparences de calme, quelque chose avait changé chez Maverick. Il ne dormait plus profondément. Il se réveillait souvent la nuit, les oreilles dressées, comme s'il entendait encore des menaces invisibles. Un vétérinaire comportementaliste expliqua à Hélène « C'est normal, les chiens comme lui, qui ont vécu des traumas et les ont surmontés, développent une hypervigilance. Il ne se sentira vraiment en paix que lorsque vous vous sentirez vous-même totalement en sécurité. » Alors Hélène, un soir, sortit sur le porche avec Maverick. Elle s'assit à côté de lui, regardant les étoiles, et elle lui parla comme on parlerait à un vieil ami. « Tu peux te reposer maintenant, mon beau ? Tu nous as sauvés, et on est là, ensemble. » Maverick tourna lentement la tête vers elle, posa son museau sur sa jambe et ferma les yeux. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il dormit sans se réveiller. L'été arriva plus tôt que prévu dans la vallée. Les champs autour de la ferme s'étaient teints d'un vert éclatant. Les oiseaux revenaient nicher dans les arbres, et les journées s'étiraient en de longues heures paisibles. Abigail avait retrouvé son appétit, sa curiosité, et surtout sa capacité à courir sans s'arrêter, chose inimaginable quelques mois plus tôt.
Elle et Maverick passaient désormais leur journée à jouer dans les hautes herbes, à s'inventer des aventures entre les bottes de foin, comme si le monde entier leur appartenait. Mais tout en elle semblait dire qu'elle n'avait jamais oublié. Elle savait au fond de son cœur que cette liberté retrouvée n'existait que grâce à lui. Ethan de son côté progressait. Il parvenait désormais à se tenir debout quelques secondes avec des béquilles. Il suivait ses exercices avec une discipline de soldat encouragée par la présence constante de Maverick qui venait poser doucement sa tête sur sa cuisse à chaque nouvelle tentative. Hélène le soutenait sans relâche, filmant certains moments pour les envoyer au centre de rééducation où les médecins eux-mêmes avaient du mal à croire à ses avancées. Elle leur répondait simplement « Ce n'est pas qu'il a retrouvé ses jambes, c'est qu'il a retrouvé une raison ». Mais ce fut un appel inattendu qui ramena la famille face à son passé. Le refuge de Chicago, celui où Maverick avait été identifié et soigné avant d'être rapatrié, les contacta. Une bénévole, Lisa Merrick, leur expliqua qu'un jeune garçon venait presque chaque semaine pour demander des nouvelles du chien blessé qui avait protégé une petite fille. Elle poursuivit la voix douce. « Son nom est Caleb. Il n'a pas une vie facile. On pensait que ça vous toucherait. » Il a même écrit une lettre pour Maverick. Touchée, Hélène demanda à la lire. Les mots de l'enfant étaient simples, mais sincères. « Je veux être comme Maverick, fort et gentil, même quand on me fait du mal. Est-ce qu'il peut venir me voir un jour? Je promets que je lui donnerai tous mes cookies. » Hélène en parla à Ethan qui n'hésita pas une seconde. « On y va. Il a fait tout ce chemin pour nous. On peut en faire un pour lui. » Et ainsi, quelques jours plus tard, toute la famille reprit la route de Chicago. Cette fois, le voyage avait un autre goût. Ce n'était plus une fuite, ni une mission désespérée, mais un pèlerinage. Un retour vers le point de départ, un cercle à refermer, le refuge les accueillit comme des héros. Caleb attendait devant la porte, un sac en papier rempli de cookies fait maison. Quand il vit Maverick, il resta figé. Puis lentement, il s'approcha. Le chien le renifla, puis posa sa tête contre son torse comme s'il reconnaissait déjà cette âme fragile. Caleb éclata en sanglots, Abigail lui prit la main. « Il t'aime bien, tu sais ?» Le garçon hocha la tête. Il ne parla pas beaucoup ce jour-là, mais les bénévoles racontèrent que pendant les semaines suivantes, il venait tous les jours, le sourire aux lèvres, répétant « Je l'ai vu, et il m'a regardé comme si j'étais quelqu'un. » À leur retour à la ferme, une surprise les attendait. Le village avait organisé une fête discrète en l'honneur de Maverick. Pas de grands discours, pas de caméras, juste les voisins, des amis, des enfants, tous réunis autour d'un grand feu de camp, avec de la musique, des gâteaux et un collier spécialement fabriqué pour lui, orné d'un médaillon en bois gravé « Notre cœur, notre héros ». Ethan, ému, prit la parole. « On ne l'a jamais dressé pour sauver qui que ce soit, il l'a juste fait. Encore et encore. » Parce qu'il a compris ce qu'on oublie parfois, qu'on est fait pour se protéger les uns les autres. Maverick, assis entre Hélène et Abigail, semblait comprendre. Il ferma les yeux, apaisé par les voix, les rires, la chaleur des bras posés sur lui. Il n'était plus un fugitif, ni une victime, ni même un survivant. Il était un pilier, un trait d'union, une preuve vivante que le courage peut prendre la forme la plus inattendue. Et dans les mois qui suivirent, la ferme devint un refuge pour d'autres chiens rescapés, d'autres familles brisées. Hélène lança une fondation, Heart and Paw, avec pour mission de réunir des animaux abandonnés et des enfants malades ou en difficulté. Maverick en devint l'ambassadeur silencieux. Il ne quittait plus jamais Abigail, sauf pour aller saluer chaque nouveau venu. Il les approchait doucement, posait son front contre le leur, comme pour leur dire « Moi aussi j'ai eu peur, mais regarde, je suis encore là. Et toi aussi, tu peux y arriver. » Les années passèrent doucement, comme un long souffle chaud sur les collines de l'Idaho. À mesure que le temps avançait, la légende de Maverick ne faiblissait pas. Elle grandissait lentement, patiemment, dans les cœurs de ceux qui l'avaient touché. La fondation Heart and Paw avait permis la création de plusieurs centres à travers le pays. Des hôpitaux pédiatriques signaient des partenariats, des enfants autrefois isolés retrouvaient un sourire au contact de chiens qui, comme Maverick, avaient connu l'abandon, la douleur et avaient survécu à l'indicible. Abigail, à seulement 12 ans, devint la porte-parole la plus jeune de l'initiative. Chaque fois qu'elle montait sur une scène accompagnée de Maverick à sa gauche, c'était comme si le monde entier s'arrêtait de respirer un instant. Elle n'avait rien oublié,
Ni les odeurs d'hôpital, ni le froid des couloirs, ni les visages inquiets de ses parents. Mais elle se souvenait surtout d'une silhouette noire et silencieuse, d'un museau chaud sur sa poitrine, d'un battement de cœur en miroir du sien. « Maverick ne m'a jamais laissé tomber », répétait-elle. « Alors moi non plus, je ne laisserai jamais tomber ceux qui ont besoin d'aide. » Ethan marchait désormais avec des béquilles. Chaque pas lui rappelait ce qu'il avait failli perdre, mais aussi ce qu'il avait gagné. Il avait repris l'écriture, un livre était en cours, pas un récit héroïque, plutôt un témoignage, un hommage à la loyauté, à la famille, à cette idée simple qu'un chien pouvait recoller ce que la douleur avait brisé. Hélène, elle, gérait la ferme comme un sanctuaire. Elle accueillait les nouveaux chiens, les familles, les enfants en convalescence. Chaque chambre avait une fenêtre donnant sur les champs. Chaque lit avait un panier au pied. Et au mur, toujours la même photo. Abigail, âgée de 6 ans, endormie contre Maverick, la main posée sur son collier. Le vétérinaire comportementaliste revint un jour pour une visite de suivi. Il observa Maverick pendant un long moment, le regarda interagir avec les enfants, évaluer les émotions, poser sa tête là où il fallait, puis il déclara « Ce chien a guéri plus d'âmes que n'importe quel médecin que je connaisse. » Mais Maverick n'avait jamais demandé à devenir un symbole. Il avait simplement suivi son instinct. Il avait choisi. Chaque jour, il continuait de choisir l'amour, la protection, la présence. Il dormait désormais plus souvent, ses yeux blanchis par l'âge, son pas ralenti. Mais il était toujours là, comme une constante, comme un pilier. Puis vint l'hiver de sa 13e année, un hiver doux, mais chargé d'un étrange silence. Maverick avait cessé de courir. Il mangeait moins. Il ne montait plus sur le lit d'Abigail, se contentant de rester allongé près du poêle, là où la chaleur était la plus stable. Abigail, désormais adolescente, comprit avant tout le monde. Elle demanda à ce qu'il passe ses nuits dans sa chambre, même s'il ne montait plus. Elle descendait sur le tapis et dormait contre lui, comme avant, comme pour lui rendre chaque battement de cœur qu'il lui avait offert. Un matin de janvier, le soleil ne s'était pas encore levé, Abigail se réveilla et comprit avant d'ouvrir les yeux. Il faisait trop calme. Elle posa la main sur le pelage tiède, mais figé. Le souffle de Maverick avait cessé, pas brutalement, doucement, comme une vague qui se retire lentement. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta là, la main posée sur lui, murmurant des mots qu'elle seule entendait. Ethan et Hélène vinrent plus tard en silence. Hélène tomba à genoux, le visage enfoui dans son cou. Ethan posa sa main sur l'épaule de sa fille. Aucun mot ne pouvait suffire. Il n'y avait rien à dire, seulement le poids du chagrin. Et l'honneur d'avoir aimé. La ferme entière s'arrêta ce jour-là. Les drapeaux furent mis en berne. Les écoles locales observèrent une minute de silence. Les messages affluèrent de tout le pays, parfois de l'étranger. Des vétérans envoyèrent leurs décorations. Des enfants dessinèrent des ailes sur des chiens noirs. Un cimetière fut aménagé à l'arrière de la propriété, à l'ombre d'un grand chêne. Sur la pierre, ces mots simples furent de gravés « Maverick, celui qui a gardé nos cœurs ». Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Des mois plus tard, alors que le printemps reprenait ses droits, Hélène reçut une lettre anonyme. Dedans, une photo, un chiot noir aux yeux dorés, et un mot griffonné maladroitement, pas pour remplacer, pour continuer. Hélène montra la photo à Abigail, qui resta silencieuse. Puis elle sourit, un sourire lent, profond. « D'accord, mais on l'appellera Echo ». Echo arriva quelques jours plus tard. Il était fougueux, maladroit, joyeux comme tous les chiots. Mais parfois, il s'asseyait dans un coin de la pièce, fixait un endroit vide du salon, comme s'il attendait un signal. Et dans ces instants-là, Abigail croyait presque entendre un souffle familier. Un cœur battant dans le sien, un murmure ancien dans le vent, un chien qui n'était jamais vraiment parti, un gardien invisible qui veillait encore, car certains liens ne meurent jamais. Ils se transforment, ils deviennent racines, voix, souvenirs, et parfois ils reviennent, sous une autre forme, pour rappeler au monde que l'amour, le vrai, celui qui traverse les blessures, les kilomètres, les années, ne disparaît jamais.